Alors, bonjour, je suis avec Alexandre Cusson, premier vice-président de l'UMQ et maire de Drummondville, et monsieur Gilles Potvin, maire de Saint-Félicien. Nous allons parler aujourd'hui d'un dossier chaud, le dossier du bois d'œuvre. Bon, évidemment, les municipalités ont été extrêmement actives au cours des derniers mois pour faire valoir les intérêts du Québec dans les négociations concernant la relation Canada-États-Unis sur le bois d'œuvre. Où en est-on présentement? Je pense qu'il faut dire qu'on a été très actifs ces derniers mois, ces dernières semaines, entre autres avec notre comité forêt qui fait un excellent travail et surtout qu'on va continuer à l'être. Ça touche tout le Québec, hein, ça ne touche pas que les régions forestières. Le premier ministre le disait ce matin, là, quand il y a un problème avec le bois d'œuvre, c'est l'ensemble de l'économie du Québec qui est touchée dans toutes les régions du Québec. C'est plus de 200 municipalités dont l'économie dépend particulièrement du bois d'œuvre. C'est des emplois dans les grandes villes aussi, dans les sièges sociaux, un peu partout. Donc, on va continuer, on va être très actifs, on n'écarte aucun moyen. On fera des annonces d'ailleurs dans les prochains jours à cet égard-là. Monsieur Potvin, le président Donald Trump a annoncé la semaine dernière qu'évidemment, il y aurait des frais douaniers sur le bois d'œuvre canadien. Est-ce que les impacts se font déjà sentir dans votre région? Oui, absolument. Les réactions sont immédiates. Ce matin, j'apprenais justement des coupures au niveau de l'ensemble des scieries du lac Saint-Jean, la fermeture d'une troisième faction pour éviter de grossir les inventaires. Il y a toute la problématique des copeaux également. On sait que le papier journal, le marché du papier journal est à la baisse. Il y a une surtaxe en plus sur le papier super calendré de 18 %. Ce qui fait que les compagnies doivent réajuster leur tir, avoir une période de transition là, pour les prochaines semaines, voir un peu comment la négo va se finaliser. Il y a les droits anti-dumping qui vont venir aussi au cours du mois de juin. Alors, c'est tout ce climat d'incertitude-là qui se répercute. Hein? C'est un marché qui essaye de répondre presque au juste à temps. Alors, la réaction est immédiate. Alors, on voit le comportement outre-frontière. Ça nous montre qu'il faut être actif sur deux plans. Le long terme, on doit s'assurer qu'il y a des négociations qui se font parce qu'on le sait, là, c'est comme le retour de la marmotte. Chaque fois que l'entente se termine, il y a une contestation. Et le Canada gagne finalement devant les tribunaux au niveau du commerce international, mais il y a cette période-là. Et donc ça, c'est le long terme. Mais à court terme, il faut s'assurer de soutenir nos communautés qui sont touchées par ça. J'entends mon collègue voir les impacts chez lui. Alors, comment Québec, comment Ottawa viennent soutenir ces communautés-là, c'est fort important. Et oui, je pense qu'il y a une volonté de la part des autres paliers de gouvernement de soutenir nos gens, mais jusqu'à maintenant, ça ne va pas assez loin. Ça doit aller plus loin. On doit avoir des actions concrètes qui sont posées. On ne peut pas laisser notre économie subir cette attaque frontale-là très longtemps. Et quand vous dites, bon, obtenir du soutien du gouvernement, je pense qu'il y a une volonté politique. Je pense que au niveau fédéral, au niveau provincial, il y a un intérêt, il y a une volonté de vous soutenir, mais vous demandez quoi exactement? C'est parce que moi je pense qu'il faut voir l'ensemble de la crise, puis on dit souvent, avec une crise, il y a peut-être des opportunités. C'est sûr qu'il y a une crise conjoncturelle, avec l'arrivée d'un gouvernement protectionniste aux États-Unis, la négociation sur le bois d'œuvre, le libre-échange, tout ça est dans l'air. Mais c'est plus profond que ça. C'est structurel également. On dit souvent, c'est sûr qu'à court terme, il y a une question financière. Assurer le fonds de roulement, la capacité des entreprises de demeurer compétitives, de continuer d'investir. Mais il faut travailler sur une autre dimension que les gens ne soupçonnent pas, soupçonnent peu. C'est tout l'impact social de la crise. En région, on découvre, on constate, là, les gens ont perdu confiance dans le secteur forestier. Parce que c'est un secteur qui est continuellement remis en cause. C'est la 5e crise sur le bois d'œuvre qu'on vit. Alors, les jeunes ne sont plus intéressés parce que c'est des secteurs précaires, où on entretient toujours un peu d'incertitude. On ne sait jamais si on va être capable de continuer de se mettre en marché. Alors, les mentalités sont affectées. Les gens subissent un peu de découragement. Alors, il faut penser à plus long terme, à moyen et à long terme. Il faut investir dans l'innovation, il faut investir dans la foi, dans nos ressources. Le bois, il n'est pas mort, il n'est pas fini. Il y a une deuxième génération d'espoir qu'on peut créer autour du bois. Toute la bioéconomie, les biomatériaux, les biocombustibles, les nouvelles celluloses. Chez nous, on a un projet, la cellulose bactérienne. On n'aurait jamais pensé le petit lait puis le bois ensemble. Mais justement, est-ce que ces créneaux de développement-là qui seront optimisés, est-ce que c'est suffisant pour compenser les pertes occasionnées par le bois d'œuvre? Bien, à court terme, je vous dirais que non. Il y a des programmes à mettre en place qui vont faire la transition, qui vont nous permettre
On en a un, justement, on va présenter à l'Assemblée générale de demain une proposition du comité forêt, l'intensification de la foresterie. Ça fait des années que les gouvernements ont un programme d'intensification forestière. On le sait que nous, c'est l'écosystémique qu'on respecte par vocation, par philosophie québécoise, alors que dans les autres pays, c'est carrément de la sylviculture intensive, sans virer de bord complètement. On a une proposition qui a été faite par des chercheurs. Tous les dégarnis forestiers au Québec, c'est 400 000 hectares qui pourraient être reboisés au cours des prochaines années, qui donneraient du travail à nos sylviculteurs, à nos jeunes en formation, qui nous permettraient d'anticiper des meilleurs rendements à l'hectare. On parle des pays scandinaves qui sont souvent nos modèles. Ils ont des rendements 3-4 fois supérieurs, sous les mêmes latitudes, avec les mêmes forêts, les mêmes variétés. Mais eux jardinent leurs forêts. Alors nous, on pourrait au moins s'inspirer, certaines portions du territoire, remettre ces territoires-là, parce qu'on parle souvent de la crise parfaite, là c'est le protectionnisme américain, mais on n'a pas fini de régler nos problèmes. Il y a l'histoire du caribou à protéger, il y a les zones de conservation qu'on va devoir rajouter, on est à 12 on va passer à 15 c'est autant de diminution de territoire exploité. Alors si on ne densifie pas ceux qui restent, ou la portion congrue de la forêt qu'on exploite mal, on ne passera pas à travers. Il ne faut pas avoir peur de produire du volume. On est également, les membres de la forêt, on siège sur la table sur les changements climatiques. On le sait que le meilleur outil dans le monde à l'heure actuelle pour contrer, diminuer l'effet des changements climatiques, c'est l'exploitation de la forêt boréale. La marche de Dolbeau de la semaine dernière, notre thème, ça fait 2 ans, c'est cultiver nos forêts pour la planète. C'est pas de la laisser vieillir parce qu'à un moment donné, on n'en capte plus de carbone. Il faut la couper, la rajeunir, comme l'ado qui mange tout le temps plus que l'adulte. Bien, notre jeune forêt, c'est ça. Il faut construire en bois, utiliser le bois. Et vous vouliez ajouter quelque chose, mais... Bien, je pense qu'il faut aussi voir dans les actions à long terme la diversification de nos marchés. On est très, très dépendant du marché américain en ce moment. Il y a quelques semaines, il y a le ministre Champagne du fédéral qui était en Chine, qui faisait la promotion. Il faut élargir nos marchés, mais il faut aussi, et un peu dans l'esprit, on parle beaucoup d'autonomie municipale dans le cadre des assises des gouvernements de proximité. Il faut que le milieu municipal continue de prendre sa place dans ce dossier-là. On est de plus en plus reconnu. Je pense que le projet de loi 122 nous amène dans cette vague-là. Il faut prendre notre place. Les gens s'attendent à ce qu'on soit présent dans le débat aussi. Justement, le fait que le projet de loi 122 qui a été déposé, que les municipalités soient reconnues comme des gouvernements de proximité, est-ce que vous sentez déjà que ça change la dynamique quant à vos interventions et au rôle que vous êtes appelés à jouer? Oui, puis on est toujours invité par le gouvernement du Québec, par Ottawa, aux rencontres, aux discussions, aux différents groupes de pression qui sont formés. Je pense que les municipalités sont devenues des incontournables. Et c'est ça depuis la publication du livre blanc qu'on répète, on tape sur le clou. Et là, je pense que dans ce dossier-là, on s'en rend compte. Il y a 2 semaines, on avait des échanges avec des députés fédéraux. Il y a un groupe du comité forêt qui est allé à Ottawa, c'est en février, si je ne me trompe pas, qui a fait une mission de sensibilisation auprès des élus fédéraux. On continue, mais on sent que les portes sont ouvertes. On sent que les municipalités deviennent, et on n'a pas fini, on n'est pas rendu encore à destination, mais de plus en plus des incontournables. Et ça, c'est fort important. La suite, je renchéris ce que M. Cusson dit. Rappelez-vous le sommet sur la forêt de Rivière-du-Loup de l'automne passé du ministre Blanchette. Il a formé 5 chantiers, le sciage, les biocarburants, enfin, tous les éventails de possibilités de la forêt. Puis les membres les plus actifs, là, je dirais pas au-delà de l'industrie, mais c'est les municipalités, c'est les maires. On a intégré chacun de ces comités-là, le caribou, les aires protégées, le sciage, on est partout. Puis là, on requiert notre chaise, puis on l'occupe. On n'est pas là rien que... Oui, mais en tout cas, pour la Bois d'Œuvre, vous êtes partout, vous êtes même assez audacieux. Et là, devant un Donald Trump, jusqu'où allez-vous pousser l'audace? Bien, écoutez, on va aller où il faudra aller. On va voir les gens qu'il faut voir. Je vous l'ai dit, on aura des annonces dans les prochains jours. Mais je pense que les gens, nos membres, d'abord, parce qu'on pense à nos membres, mais les gens de l'industrie, je pense que les gens vont comprendre qu'à l'UMQ, on est très sérieux. On prend tous les moyens pour se faire entendre. Ce que je rajouterais, depuis quelques jours, suite à l'imposition des droits, la conférence des partenaires que le gouvernement a fait, l'Union était là encore, comme toujours, pour appuyer le ministre. Puis ce qui est le fun, je disais ce matin, je fais plusieurs congrès de l'UMQ auxquels j'assiste, puis je suis en développement, qu'un premier ministre, pendant son discours à l'Union aux maires, parle 15 minutes de temps de la forêt, s'adresse au peuple forestier québécois dont nous sommes. C'est ça. C'est parce que c'est son député qui dit ça.
Alors, c'est un signal. Puis on arrive à Montréal, M. Coderre nous parle d'une maison des régions, puis il a pris l'engagement quasiment devant tout le monde. Moi, il me l'a dit, elle va être en bois, elle ne sera pas en béton. Fait que ça, c'est encore là, c'est intéressant. Puis on le sait qu'on fait des miracles. On a une entreprise comme Chantier Chibougamau qui fait des œuvres d'art en bois. D'ailleurs, on a eu un beau cadeau lors de la marche. On a eu un arbre fait par Chantier Chibougamau de 16 pieds de haut, 8 pieds de large. Les municipalités en veulent. Là. Chantier Chibougamau est prêt à vous en livrer partout. C'est exceptionnel. On va en planter un dans chaque ville. Oui, oui. Monsieur Potvin, Monsieur Cousson, merci beaucoup Merci, et à suivre. Mélanie. Au plaisir. Au revoir. Voilà.